Bonjour, mon nom c'est Mélissa Awari, je suis journaliste à La Converse. On est un média indépendant basé à Montréal, puis on effectue du journalisme de dialogue. Donc, on essaie d'écrire des histoires, et des articles, des reportages d'après les demandes des communautés marginalisées ou peu ou pas représentées par les médias traditionnels. Aujourd'hui, on est tous réunis à cause que la semaine passée, on a reçu une demande particulière de nos invités qui vont se présenter dans sous très peu, pardon. Puis, dans le fond, ils sont venus, ils nous ont posé des questions, ils nous ont dit il faut faire quelque chose. Il faut se parler par rapport à ce qui se passe avec nos jeunes à Montréal, dans les alentours. Puis, il faut dialoguer. Puis nous, on est là pour ça, le dialogue. Donc, on a fermement dit oui. On a répondu présent. Et, dans le fond, juste pour commencer un peu, moi, j'aimerais ça juste à main levée rapidement, avant que les intervenants se présentent. J'aimerais que les gens dans la salle lèvent la main puis me décrivent comment est-ce qu'ils perçoivent les quartiers, donc les hoods de Montréal en un mot. Puis il n'y a pas de mauvaise réponse là. Fait que c'est quoi les mots qui vous viennent en tête quand je vous parle des hoods de Montréal? Je vais passer le micro dans la salle rapidement, là, 1 minute, puis que des personnes qui font juste dire des mots qui vous viennent en tête par rapport à qu'est-ce qu'on pense quand on dit le mot hood. Est-ce qu'il y a quelqu'un je peux dire insécurité. Familier. L'ambiance. Complexe. Fait que je veux juste qu'on garde en tête qu'il y a des mots positifs et des mots à connotation négative aussi, puis qu'on garde en tête ça quand on commence le dialogue d'aujourd'hui. Donc, en premier, je vais commencer à demander aux nos intervenants de se présenter un à un, donc de faire un tour de table, de dire leurs occupations, du quartier dans lequel ils vivent, ils travaillent, puis un peu c'est avec quel genre de clientèle, entre guillemets, qui travaillent, donc des jeunes, des plus jeunes, etc. Bonjour, moi c'est Edouard Andrew. Je travaille pour Équipe RDP, basée à Rivière-des-Prairies. Puis je suis intervenant de proximité. Donc je vais à la rencontre des jeunes, que ce soit dans leur milieu qu'ils fréquentent à tous les jours. Donc on parle de l'école, centre communautaire, centre sportif, ou peut-être même dans les endroits que les gens ne veulent pas fréquenter ou ce qu'on peut les trouver. Pour ne pas donner trop d'informations pour l'instant. Donc, on va à leur rencontre, puis c'est les jeunes principalement marginalisés ou criminalisés ou sur le bord de l'être. Donc, c'est la clientèle avec laquelle je fais affaire le plus. Donc, c'est ça. Bonjour, moi c'est Salim El Asri, je suis coordonnateur des travailleurs de rue donc pour Prévention Pointe de l'Île. Donc, on est situé à Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. Donc, comme le disait Andrew tout à l'heure, donc le travail de rue, c'est ça, c'est aller à la rencontre des jeunes, 12-25 ans, marginalisés au risque de l'être, ou simplement des jeunes qui se posent des questions sur la vie, qui ont des projets, etc., qui veulent avancer, qui ne sont pas forcément compris. Le travail de rue, c'est quoi? C'est un milieu où il y a de la confidentialité, on n'est pas la police, on travaille avec les jeunes avec de la confiance, etc. Donc c'est ça pour mon travail. Bonjour, Myriam Kopri, fondatrice de la clinique d'aide psychosociale Nunanuk Service, qui vient en aide aux parents de la diversité culturelle. Bonjour à tous, mon nom c'est Riguer Antoine. Je travaille pour Équipe RDP dans le quartier de Rivière-des-Prairies depuis 1997. Le travail que j'ai fait se résume à ce que ces deux messieurs viennent de vous dire. J'ai été travailleur de rue dans les milieux avec les jeunes aussi. Mais pour l'instant, je suis agent de mobilisation sur le projet Pivot pour les cas les plus préoccupants, ce qui concerne la violence armée. Et comme agent de mobilisation, on essaie de trouver la meilleure façon de mobiliser les gens pour avoir un dialogue autour de cette problématique qui concerne nos deux communautés. Bonjour, moi c'est Azouz Abdellah, je suis intervenant au Forum Jeunesse Saint-Michel. Nous au Forum, on a pas mal la même mission que ce qu'ils viennent de nommer. Et aussi on aide les jeunes à se chercher dans la vie. Parce que les gens ils disent que les jeunes sont perdus, mais ils ne sont pas perdus. Juste, des fois ils n'ont pas les bonnes ressources. Donc nous on l'aide à chercher ces ressources-là puis à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Mohamed Momo, je suis coordonnateur du Forum Jeunesse Saint-Michel, intervenant jeunesse.
L'organisme Forum Jeunesse Saint-Michel, c'est un organisme pareil pour les jeunes. On travaille sur l'engagement et la participation citoyenne des jeunes à travers les arts, la prise de parole. Avec eux, en fait, on réfléchit ensemble sur ce qu'ils vivent au quotidien. Dans nos jeunes, il y a des jeunes qui sont ce que vous appelez un peu problématiques ou marginalisés, mais on a des jeunes aussi qui réussissent leur parcours et ensemble, on veut les pousser vers le meilleur et vers un avenir meilleur. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je vais commencer avec une question simple, puis je veux savoir pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui. Pourquoi ça vous tient à cœur d'être là aujourd'hui? Je sais que vous avez un peu donné une partie de la réponse dans vos emplois et vos occupations respectives, mais pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? C'est quoi la cause qui vous unit aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un qui veut répondre en premier? Rigueur, je pense que c'est lui qui nous a envoyé l'invitation. Il va commencer après. Mais parce que la vie de nos jeunes compte. La vie est trop importante pour laisser les choses s'empirer. Je ne vois pas pour quelle autre raison que j'aurais essayé de mobiliser les gens. Donc, ce n'est pas une affaire de carrière. Je ne pense pas qu'il y a personne qui attend de se faire une carrière ici. On travaille, mais c'est la vie. La vie est tellement... Vous avez une vie, les jeunes ont une vie. Donc, avec les événements qui sont arrivés, je me dis comment que les parents sont en train de vivre ça. Parce que mourir de façon prématurée comme ça n'a pas aucun sens. Et si les instances qui devaient assurer une certaine sécurité ou bien une certaine direction pour la société font leur possible, je crois qu'on doit faire un appel pour rejoindre les parents et avoir ce dialogue-là avec nos jeunes. Moi, comme intervenant, on est capable de détecter les jeunes de la manière qu'ils sont habillés. On fait... moi, je dis profilage. On fait une forme de profilage, oui, c'est vrai. Parce qu'on est capable de le voir, là. Le jeune, t'es habillé de telle façon. C'est pas parce que t'es habillé comme ça que tu vas devenir comme ça. Mais la manière que tu parles, il y a un code et on connaît ce code-là. Et moi, comme intervenant, je peux le savoir parce que ça fait 25 ans qu'on travaille auprès des jeunes. Donc, on s'est dit, on doit parler avec les parents pour leur dire, il y a certains comportements. Quand vous voyez ça chez vos jeunes, il faut pas faire l'autruche. Donc, c'est pour pouvoir sauver des vies qu'on fait ça. That's it. Je veux juste répondre. Quand Rigueur nous a appelé pour faire une photo, c'est pour envoyer un message pour dire qu'on est des communautés qui vivent les mêmes réalités et que dans différents quartiers, on a le même, non seulement les mêmes réalités, mais le même vécu. Mais surtout que les derniers mois, les dernières semaines, notre communauté, elle vit des situations difficiles. On a commencé par viser uniquement les parents pour leur dire que vous êtes les responsables. Mais malheureusement, après quelques mois, et à la énième victime, on a découvert que ce n'est pas juste la responsabilité des parents. Il y a d'autres choses autour. Il y a l'environnement, il y a des mécanismes systémiques qui empêchent justement les parents parfois de faire leur travail pour éduquer leurs enfants. Et on parle de jeunes qui ont 12, 13, 14, 15. C'est trop jeune. Et aussi, comment les médias abordent cette question-là, comment ils abordent la question de violence dans les communautés. Et on ne voulait pas être tout seul. Donc on se dit, comme communauté, comme quartier, on va aller chercher d'autres quartiers qui vivent la même chose, aller chercher d'autres communautés qui ont vécu la même histoire, la même problématique. Si on parle de la communauté noire, il y a quelques années, c'était eux qui étaient ciblés par ces problématiques-là et il y avait les mêmes préjugés, Donc, on s'est dit peut-être dialoguer ensemble, ça va nous donner, nous, comme communauté maghrébine, un chemin peut-être à prendre et ne pas perdre le même temps que d'autres ont perdu dans cette problématique. Nous, à travers le dialogue qu'on va avoir avec eux, on va gagner du temps et peut-être on va sauver plus de vies. Voilà. Alors, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Mohamed. Alors, vous avez entendu, j'ai parlé de clinique psychosociale pour les parents de la diversité culturelle. Le décloisonnement de notre côté est déjà fait parce qu'on a compris rapidement que c'est une problématique qui touche tous les parents, quelles que soient leurs origines. Le point commun, c'est qu'ils sont des parents qui ont été éduqués ailleurs et qui veulent toujours un avenir meilleur.
On ne va pas immigrer parce qu'on veut le pire pour nos enfants. C'est impossible. Et là, aujourd'hui, les parents, pourquoi je suis venue, c'est qu'en fait, les parents doivent prendre leur place. OK? Je suis la seule ici à parler des parents. Vous êtes tous auprès des jeunes, mais c'est une réalité. C'est que les parents sont laissés pour compte. OK? Il n'y a pas de service pour eux. Et donc, aujourd'hui, c'est la voix des parents que je veux faire entendre. Mais la voix des parents aussi avec les jeunes. Mais c'est un dialogue que nous devons absolument entamer pour tous les parents, quelles que soient leurs origines. Bon, je vais poser une question, puis ça s'adresse plus à toi, Abdallah, Salim et Andrew. J'ai bien prononcé vos noms, ok? Ben là, on parle beaucoup de pourquoi est-ce qu'on est là et tout, mais j'aimerais savoir, comme selon votre expérience, votre expertise de travailleur de rue sur le terrain en première ligne, comme je dis, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Bon, c'est une grosse question, là, on pourrait en parler pendant longtemps, mais rapidement, c'est quoi l'état des lieux en ce moment? Qu'est-ce qui est alarmant? Je ne sais pas c'est qui veut répondre en premier. Tu veux aller, vas-y, je te laisse. Mais tout d'abord, c'est de comprendre que les gens sont... La société fait en sorte que les gens sont coincés à survivre et ils ne prennent pas le temps de vivre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qu'on fait miroiter aux jeunes qui est important? C'est souvent des balivernes, pour ne pas dire tout le temps. Et maintenant, sur quoi ils vont venir mettre leur importance et sur quoi ils vont venir mettre leur énergie, c'est des choses qui vont vraiment être contre-productifs à leur évolution et à leur développement personnel. Puis, vient avec, peut-être qu'il y a des parents qui ont des difficultés d'adaptation, qui ont des difficultés au niveau de leur compréhension du système de la terre d'accueil. Il y a tellement, moi, ce que j'ai compris, et même ça fait référence à quelque chose qu'on a parlé hier et qu'on répète souvent dans les cours à l'université par rapport à ces complexes. Il n'y a pas juste une chose. Des fois, c'est l'environnement, des fois, c'est la famille, des fois, c'est des problèmes à l'école, mais pas juste des problèmes avec les membres du personnel. On parle de difficultés académiques. Des fois, il y a tellement de choses qui peuvent s'entremêler et créer un genre de cocktail Molotov. Donc, c'est pas juste, tu peux pas regarder chaque personne puis les dire, ils sont tous dans le même panier à cause de la même chose, mais il y a un ensemble de choses dans lesquelles tu peux regarder et voir, OK, voici pourquoi l'enfant vit certaines difficultés. Mais là, si on parle de, en ce moment, là, nos jeunes, la violence, moi, je crois fortement que les jeunes ne rentrent pas dans la violence, dans la rue pour les mêmes raisons. Par contre, les conséquences sont toutes les mêmes. Il y en a que c'est de l'argent, il y en a que c'est le besoin de protection, peu importe, mais tu finis avec il y en a que c'est le sentiment d'appartenance, il y en a qui cherchent une famille, qui cherchent des frères et tout. Donc, c'est tellement large que tu ne peux pas dire que chaque jeune rentre dans la rue pour telle raison. Mais juste pour que vous compreniez at large qu'il y a différents facteurs qui peuvent faire en sorte qu'un jeune se retrouve dans ce genre de situation-là. Et c'est ça. Je vais vous laisser continuer pour l'instant. Yes. Merci. Bah, moi, je vais surenchérir sur ce que tu dis. Donc, c'est vraiment un problème qui est... Qui va chercher plusieurs facteurs, comme tu disais. Donc ça, je suis à 100% d'accord avec toi. Après, moi, je dirais qu'il y a une incompréhension du système. C'est qu'en fait, les jeunes aujourd'hui, on leur demande d'être à l'école, par exemple, à 8h du matin, d'être bien, d'être opérationnel, d'aller faire son cours de maths, etc. Mais moi, je vois qu'il y a un décalage qui est énorme. On a fait, par exemple, avec des jeunes de Pointe-aux-Trembles, quelques rencontres pour parler, par exemple, des sujets d'inquiétude qu'ils rencontrent. L'un des sujets principaux, ça a été, par exemple, la guerre au Moyen-Orient. Tu sais, c'est quelque chose qui n'est absolument pas traité dans les médias, c'est quelque chose qui est absolument évincé de toutes les discussions dans les institutions. Et c'est quelque chose qu'ils ne retrouvent pas, malheureusement. Ils vivent ça chez eux. Ils voient des images qui sont parfois choquantes. Ils voient, par exemple, ils discutent de ça entre eux, mais c'est comme si on effaçait ça et puis on mettait ça sous un tapis, comme si ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est un faux problème, etc. Et ça, je ne le sors pas de mon chapeau, c'est les jeunes qui l'ont nommé eux-mêmes. Et moi, ça me fait mal. Sincèrement, en tant qu'intervenant, ça fait 13 ans aujourd'hui que je travaille avec des jeunes. Ça me fait vraiment mal, pour être tout à fait honnête avec vous. Ça m'atteint. On arrive à ce point-là parce que on demande à des jeunes des choses qu'ils ne sont pas en mesure de faire aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé dans cette salle. Je sais que vous ne le voyez pas derrière les caméras, mais je suis arrivé aujourd'hui puis j'ai vu des jeunes. Je n'ai pas vu des jeunes problématiques. Je n'ai pas vu des jeunes qui vivent des situations difficiles. Je ne vois pas ça. Je vois d'abord l'étincelle qu'il y a derrière chaque jeune. Donc, et c'est à nous, professionnels, c'est à nous, personnes, c'est à nous, adultes, de les accompagner, de souffler un petit peu sur cette braise pour créer la flamme.
quand on est jeune, on est tous un petit peu perdus, ça nous arrive. Autant les médecins d'aujourd'hui que les boulangers d'aujourd'hui, que n'importe qui a toujours été perdu dans sa vie, ça arrive, c'est comme ça fait partie du parcours. C'est à nous, adultes. Comme on disait à l'époque, il faut tout un village pour faire grandir un jeune. Eh bien, c'est à nous de le faire. Et aujourd'hui, cette assemblée-là, elle est là pour envoyer ce message. On est ce village-là, les jeunes sont le futur village et c'est à nous de leur donner les bonnes conditions, les bons codes pour pouvoir, à eux, de leur côté, et à leur niveau aussi, d'accompagner les futurs jeunes de demain. Les jeunes, c'est pas forcément... On parle de jeunes marginalisés, on parle de jeunes avec des enjeux, etc. Pour moi, les jeunes que je vois aujourd'hui en face de moi, c'est peut-être les futurs présidents, c'est peut-être les futurs médecins, c'est peut-être les futurs chirurgiens. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Un jeune marginalisé n'est pas un jeune perdu. Un jeune marginalisé, c'est quelqu'un sur lequel il faut au contraire miser. Ta question, elle dit, il se passe quoi à Montréal? Moi, je trouve qu'il se passe plein de choses, que ce soit du positif ou du négatif. Par exemple... on n'entend parler que du négatif des jeunes, mais nous, dans notre travail, on arrive à voir le positif des jeunes. On arrive à voir des jeunes qui changent puis qui deviennent d'autres personnes. Puis aussi, on arrive aussi à voir des jeunes qui proposent des idées que peut-être nous, on pourrait ramener au gouvernement, mais malheureusement, vu qu'on est dans le milieu communautaire, nous, on reçoit des budgets projet par projet. Donc des fois, peut-être on a un projet qui est intéressant pour nos jeunes, puis que les jeunes sont d'accord avec, mais on ne pourra pas le réaliser car on n'a pas reçu le budget. Et des fois, donc, tu te retrouves avec des jeunes qui sont découragés, qui ne se sentent pas écoutés, puis qui se disent que on a un manque de priorité. Ils se comparent peut-être à d'autres jeunes d'autres quartiers, peut-être que d'autres quartiers sont beaucoup plus calmes, parce qu'il y a des jeunes que quand ils parlent, ils disent ce qu'ils veulent, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mais tu as des jeunes, par exemple, quand ils partagent leurs idées, on leur laisse des promesses, mais c'est toujours des promesses, peu importe c'est qui est en face. Puis quand on parle du phénomène de la violence, moi j'ai parlé avec plein de jeunes, la plupart ils disent peut-être c'est des jeunes qui vont là-bas parce qu'ils veulent chercher de l'argent ou autre chose, mais pour la plupart, moi j'en ai qui me disent c'est pas pour l'argent. C'est peut-être des fois c'est un mauvais entourage qui te fait sentir que c'est ça ton sentiment d'appartenance, mais des fois ils réalisent trop tard que c'était pas le bon chemin qu'il fallait qu'ils prennent. Mais nous, on essaie dans notre travail de sortir plus le côté positif que vivent les jeunes que le côté négatif, parce que notre travail, c'est pas comme celui des médias. Les médias, c'est des grands titres qui attirent le négatif, mais nous, on essaie de faire le positif avec les jeunes. Est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport à le terme que vous utilisez de marginalisation des jeunes? Moi, c'est un terme que je ne veux même plus accepter. Parce que, regardez, vous avez déjà tous écrit sur une feuille mobile à l'école. Vous avez la feuille, vous avez tout l'intérieur de la feuille pour pouvoir écrire une histoire. La marge, là, c'est faite pour faire des annotations. Quand vous acceptez le terme marginalisé, c'est d'accepter de vivre en marge. D'accepter de vivre en marge de la société. Ce qui se passe à Montréal, là, c'est pas seulement à Montréal, ça se passe aussi à l'extérieur de Montréal. Moi, je vois qu'on parle de Montréal. Ça se passe à Saint-Jérôme. Pendant l'été, on a suivi les nouvelles. Là. Ça se passait à l'extérieur de Montréal. Puis si vous suivez un peu au niveau des nouvelles internationales, ça se passe à l'international. Ce qui est inquiétant, c'est que on force des gens à vivre dans cette marge-là. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans la marge. Fait qu'à un moment donné, on est obligé de jouer... on doit s'éliminer. Hein? Il n'y a pas assez de monde pour la marge. Il n'y a pas assez de place. Donc, il faut qu'on retrouve la place d'intégration dans cette société qui nous a fait miroiter des choses. Venez voyager. Vous avez vendu vos villas pour venir ici. Nous avons quitté nos terres en Haïti pour venir ici. Et là, j'ai accepté d'habiter dans la marge. J'avais des terres, je pouvais faire du cheval. Là, j'ai accepté de vivre dans la marge. Là, tous les jeunes veulent vivre le rêve américain. Et là, maintenant, les valeurs qu'ils prennent, ce n'est pas des valeurs qui viennent ni de nos familles, ni de nos religions, ni de nos spiritualités. Ça vient de où ces valeurs-là? Une fois que vos jeunes ont pris ces valeurs-là, ou bien ils se sont fait marginaliser, ils ont souffert. Là, maintenant, ils expriment cette souffrance-là. Là, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est ça. Quand tu coinces tout le monde dans la marge, on est coincé puis on va jouer du coude. Et là, ça joue fort du coude, là. Limite, s'il faut retourner chez nous, on retourne chez nous. Mais c'est la guerre chez nous. C'est parce qu'on se le faisait dire, hein. Retournez donc chez vous. On se le faisait dire.
Mais on a quitté chez nous parce que c'était la guerre, c'était le bordel. Donc on vient, on veut avoir notre place. On veut avoir notre place puis vivre comme des citoyens et contribuer à cette société. C'est ça que les jeunes ils veulent. Mais vous leur donnez pas la chance, ben c'est ce qui se passe dans la marge. Si je... J'allais demander si tu pourrais répondre, c'est correct. Je vais juste rebondir sur ça, puis ça, c'est une préoccupation que Rigueur nous donne, mais c'est quoi vos préoccupations à vous, justement? Donc, je ne sais pas si c'est ça que vous allez dire. Vous pouvez y aller. Oui, ma préoccupation. Mais en fait, c'est ça, hein, on parle de vivre dans la marge. C'est que les... Bon, je parle au nom des parents, hein, que les parents prennent leur place et sortent de l'ombre. OK? On est ici, les enfants sont d'ici, ils vont rester ici. Il n'y a pas de retour, là. Quelques-uns vont retourner, mais on va se dire qu'ils appartiennent à ce pays. OK? Donc ça, c'est clair. On ne peut pas laisser nos enfants être traités comme des immigrants toute leur vie. Ce n'est pas possible. Moi, je suis une immigrante. Mes enfants ne sont pas immigrants. Ils sont d'ici. Donc, ça veut dire que c'est à nous, comme parents aussi, de pouvoir pousser les portes pour nos enfants. Nos enfants, il faut savoir que quand ils sont à l'école et que, ben là, la maman ne peut pas enseigner parce qu'elle porte le voile, ça touche les enfants. Ils n'en parlent pas, mais ça les touche. Tout ce qu'on dit dans les médias, ça touche les enfants. La façon dont on représente leurs parents, ça a un impact sur eux. C'est pas n'importe quoi. Donc, ils vont quand même garder cette colère. Ils vont garder ça en tête. Où est-ce qu'ils vont trouver leur place? Donc, c'est à nous de nous lever. Et la table, on ne peut plus continuer à discuter de nos enfants sans que nous soyons là. Il faut l'allonger. On ne peut pas demander la permission. C'est plus possible. Donc, il faut l'ouvrir. On va obliger. On ne veut pas une place avec le DI, là, équité, diversité, inclusion. Non, ça ne marche pas, là. Non. Donc, on veut que cette table, elle s'allonge et que nous, on s'assoit autour. Parce que si on n'est pas autour de la table, pour l'avenir de nos enfants, okay, ils vont être dans le menu. Ils vont être mangés. Je commence à être un peu plus... C'est bien, c'est bien. Ben, tu poses la question, c'est quoi nos préoccupations? Tu sais, la sécurité, c'est un enjeu qui concerne tout le monde. Mais par contre, quand on parle de lutte contre la violence, ce qui nous préoccupe actuellement, c'est que ça devient un outil entre certains mains, je veux dire, pour plus de pression sur nos jeunes. Nos jeunes, déjà à la base, ils vivent beaucoup de pression. La pression de réussir, la pression à travers les réseaux. Ils voient des gens qui réussissent, ils voient des gens qui arrivent à avoir de l'argent, parfois faussement, parfois vrai, mais ils ont cette pression-là. Les parents, ils mettent la pression parfois sur leurs enfants pour qu'ils réussissent, et qu'ils réussissent à un degré que c'est un projet pour les parents, parce qu'eux, ils n'ont pas réussi à occuper des postes à la hauteur de leur qualification, donc ils vont mettre toute leur espérance dans leurs enfants. Et cette pression-là, elle est chez les enfants. Et il se rajoute à ça une pression des gens qui veulent lutter contre contre tout ce qui n'est pas normé québécois. Donc, tu as des institutions maintenant, c'est pour ça que je parle tout à l'heure de tout ce qui est systémique, des institutions maintenant qui font beaucoup de pression sur les familles, justement, dès qu'il y a un enfant qui a un décalage de comportement. Donc, les parents se trouvent parfois dans un dilemme de est-ce que je dois appeler de l'aide? Et si j'appelle de l'aide, est-ce que la DPJ va s'inviter chez moi? J'ai d'autres enfants qui sont petits et je risque de les perdre. La police à l'extérieur, là, ça commence le profilage d'aller vers des jeunes, les interpeller, leur poser des questions, avec qui ils traînent, qu'est-ce qu'ils ont dans leur téléphone, et est-ce qu'ils fréquentent des délinquants. Et parfois même, ils vont les conduire chez eux pour dire aux parents, votre enfant, il fréquente des délinquants, faussement bien sûr. Donc, tout ça fait en sorte que, au lieu que tout ce qu'on a investi, c'est pour trouver des solutions et pour comprendre qu'est-ce qui est derrière la violence. Parce que la violence, ça, c'est ce que les médias parlent ou ce que les gens voient. C'est normal, une perte de vie, c'est quelque chose qui est exceptionnel et tout le monde est choqué par rapport à ça.
Mais il faut aller chercher qu'est-ce qui est derrière ça. Et j'ai l'impression que qu'est-ce qui est derrière ça, pour le moment, on s'occupe moins. Et on s'occupe moins à partir du moment qu'on dit ça concerne certaines communautés. Donc, ce n'est pas tout le monde. Et là, ça devient dangereux. Parce qu'on n'est pas dans le vivre ensemble où tout le monde est concerné. Et moi, je n'arrête pas de répondre, une balle perdue, elle ne reconnaît ni race, ni couleur, ni jeune, moins jeune. Si tu passes à côté, il y a quelqu'un qui tire, tu seras victime collatérale. Et c'est ça qui arrive souvent dans ce genre de situation. Moi, je voulais racheter un truc. En fait, moi, je voulais racheter, comme tu as dit, c'est quoi la réalité qu'on vit. Moi, je voudrais racheter un point de chez les jeunes et un point de chez les parents. Quand je fais des discours, la plupart du temps, je dis une phrase que je répète toujours, puis je ne vais jamais l'oublier parce que c'est un papa maghrébin qui a perdu son enfant. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, moi, en arrivant à Montréal, au Canada, au Québec, il me dit, on nous explique qu'on a des droits et des devoirs. Puis nous, on respecte nos devoirs en tant que parents immigrants, on travaille, on fait tout ce qu'il faut, on est des bons citoyens. Mais notre premier droit, c'est la sécurité. Puis elle dit, moi, ce droit-là, je ne l'ai jamais eu parce que mon fils est mort par une balle perdue. Tu comprends? Donc, l'inquiétude chez les parents, c'est que est-ce qu'on est réellement en sécurité ou pas? Et aussi, j'ai une autre inquiétude qui vient chez les jeunes, c'est qu'ils n'ont plus le sentiment d'inclusion parce qu'ils vivent un choc culturel où ils se disent, à la maison, c'est la culture de papa-maman, à l'extérieur, c'est la culture québécoise. Donc, mais ici à Montréal, nous, on a une culture montréalaise. C'est un peu un mélange des deux. Puis beaucoup de jeunes, ils se reconnaissent dans la culture montréalaise. C'est de la culture où il y a des mots haïtiens, des mots créoles, désolé, des mots créoles, des mots arabes. Il y a plein de trucs qui sont mélangés. Aussi, un mélange de religions entre les musulmans et d'autres religions, tu comprends? Mais ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, quand on retourne dans nos pays, on est considérés comme des immigrants qui sont revenus. Et quand on est ici, on est des immigrants. Donc le seul moment où on est bien, c'est dans l'avion. Tu comprends? Puis dans l'avion, c'est dans les airs. Donc ça ne se règle pas. Donc ils me disent, comment tu veux que je sente un sentiment d'inclusion alors que là-bas, je suis immigrant, puis ici, je suis immigrant. Même si je dis que je suis né ici, on me dit, ouais, mais tes parents sont des immigrants. Merci. Si je peux me permettre, là, tout ce que mes collègues ont dit, j'appuie à 100% parce que c'est la réalité aussi qu'on vit, nous, du côté de l'Est de l'île de Montréal. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment appuyer, c'est qu'on parle d'immigrants. Récemment, on a parlé de problèmes de logement, par exemple, qui étaient crédités à quoi? Aux immigrants. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment imprégné. Moi, par exemple, j'ai parlé avec un des jeunes que j'accompagne qui est parti aux États-Unis à la douane. Ils lui ont demandé, c'est quoi ton origine? Il a dit, je suis marocain. Pourtant, c'est un gars qui est né au Canada. Il a dit, je suis marocain. La douanière le regarde et lui dit, c'est quoi ton origine? Il lui dit, je suis marocain. Elle le regarde comme ça, puis il déconne pas là-bas, à la douane. Il faut vraiment être sérieux là. Elle lui dit, c'est quoi ton origine? Il fait, c'est quoi ta nationalité? Il fait, moi je suis marocain. Et puis là, elle rigole, elle a compris le truc, elle fait, ok, bon, j'ai compris ton truc, etc. Là où je veux en venir avec cette anecdote, c'est que à la maison, on est avant tout, on est marocain, on est algérien, on est haïtien, on est colombien, etc. On n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas d'où on vient. Il faut qu'on travaille avec ça, c'est important aussi. D'où les parents, d'où le travail avec les parents. Là où je voudrais vraiment en venir, c'est qu'il ne faut pas non plus stigmatiser les parents, il ne faut pas les responsabiliser dans le sens, il faut les responsabiliser, mais il ne faut pas les accuser. Il ne faut pas qu'ils s'assoient sur le banc des accusés. Aujourd'hui, quand on invite des parents, par exemple, de la communauté maghrébine ou d'autres communautés, il y en a souvent qui répondent à l'appel. Oui, je serai là. Mais quand on arrive devant la rencontre où on va parler des enfants, puis ce n'est pas forcément leurs enfants, mais de tous les enfants, eh ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'assoit autour de la table parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité. C'est peut-être de mon enfant dont on va parler. Pas forcément. Pas forcément, c'est des enfants dont on va parler, pas forcément du vôtre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelle est votre solution à vous? Aujourd'hui, ma crainte est celle-ci. C'est qu'on parte sur une dynamique de culpabilité. La plus grande des craintes que j'ai aujourd'hui, c'est justement cette scission qui peut exister entre les différentes communautés qui sont à Montréal. Quand je vois par exemple l'histoire qu'il y a eu avec le jeune qu'on a tous vu par exemple et qu'on a dû accompagner aussi pour certains d'entre nous en termes d'intervention, parce qu'on en connaît des proches, on connaît des jeunes qui sont dans l'environnement de ce jeune-là, etc. On a peur. On a peur, même en tant qu'intervenant, et puis j'ai pas peur de le dire, je suis un maghrébin d'une trentaine d'années, j'ai peur pour la jeunesse d'aujourd'hui, je le dis sincèrement, parce que c'est les petits frères, c'est les petits cousins, c'est eux qui sont concernés. C'est eux qui sont concernés, ils sont approchés, etc. Et ma crainte première, c'est que
des organismes mafieux qui soient plus grands utilisent des jeunes d'une certaine communauté. Imaginons, soyons imaginatifs. Par exemple, la communauté maghrébine et qui vont s'attaquer à la communauté haïtienne. Imaginons, oh les gars, voilà ce qui s'est passé, etc. Allez-y, tatati, tatata, on va mettre un chèque sur la tête on va mettre une prime sur la tête d'un tel. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera, moi, maghrébin, j'ai tué un haïtien. Oh, les gars, nous, on est haïtiens, on s'est fait tuer par un maghrébin. Et puis, on va y aller. Moi, c'est cette crainte que j'ai là. Aujourd'hui, c'est pour ça que je participe aujourd'hui à ça, c'est cette violence. Je ne parle pas, ça ne vient pas de mon chapeau, encore une fois. Je parle de dynamique de confiance, c'est ce que je nommais tout à l'heure en début d'entrevue. Je ne parlerai jamais des jeunes avec qui je discute, etc., de cette situation-là, mais c'est déjà arrivé que des primes déjà arrivent pour qu'on crée cette séparation-là. Parce que du coup, ça met le spotlight sur des jeunes racisés, qu'ils soient haïtiens, maghrébins, latinos, etc. Et c'est sur eux qu'on veut la lumière, c'est sur eux que les groupes mafieux qui sont bien installés depuis X temps veulent que soit la lumière. Parce que du coup, ça enlève la lumière de leur côté. Et c'est cette crainte que j'ai pour nos jeunes-là, parce qu'il y a l'argent, il y a le problème d'employabilité, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé ici, mais c'est un des problèmes majeurs dont on parle, nous, en termes de travailleurs de rue, de communautés, d'intervenants. L'employabilité pour nos jeunes est devenue de plus en plus compliquée à Montréal. Il y a de moins en moins de postes qui sont pour nos jeunes. C'est incroyable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent de plus en plus vulnérables. Vulnérables à qui? Aux personnes qui ont de l'argent. On n'a pas d'argent dans le communautaire. Malheureusement, on n'a pas d'argent. Comme disait tout à l'heure Azouz, à juste titre, on avance avec des projets par année. C'est-à-dire que moi-même, en tant qu'intervenant, je ne suis pas sûr d'être là l'année prochaine. Je ne suis pas sûr que mon projet puisse profiter aux jeunes de l'année prochaine. Chaque année, nous devons prouver aux financeurs que nous avons notre utilité, etc., etc. Mais vous savez, l'enjeu qui est là, c'est que nous tous, nous sommes des travailleurs de l'ombre. Nous tous, nous sommes des travailleurs de l'ombre. On travaille avec des jeunes, on n'a pas besoin d'avoir de la lumière sur nous. Et du coup, ce qui ne se passe pas n'est pas médiatisé. Ce qui ne se passe pas n'est pas médiatisé. Et il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas qui se retrouvent sur les médias. Vous comprenez ce que je veux dire? Attendez, je vais refaire cette phrase. Il y a beaucoup de choses. Ouais, vous avez compris? Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent pas. Voilà, parce que l'inverse, voilà, il y a peu de choses qui se retrouvent dans les médias. Mais c'est justement ces personnes de l'ombre qui font qu'il y a une réduction majeure des méfaits qui sont sur le territoire. Voilà, merci. Pardon. Merci. Je voudrais faire du pouce sur ce que Mohamed a dit, que les institutions ne se sont pas préoccupées par ce qui se passe. Moi, je dirais le contraire. Je dirais que le pipeline de la discrimination existe depuis la garderie. OK? Et on le voit par une surreprésentation des enfants de la diversité, je mets le mot diversité culturelle, à la DPJ. OK? Donc, entre 0 et 12 ans. Après, nous allons voir cette surreprésentation au niveau des jeunes contrevenants. Et après, nous allons voir cette surreprésentation au centre pénitentiaire. Il n'y a pas plus clair que ça. On s'en occupe. De quelle façon? C'est autre chose. Mais on s'en occupe. Voilà. Fait que dans le fond, si je comprends bien, l'exclusion, c'est un peu le moteur qui fait rouler la machine à la violence. Puis, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, puis ça va répondre aussi à l'autre question. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que honnêtement, que des parents, comme vous avez dit, des parents qui sont venus chercher un meilleur avenir pour leur enfant réalisent que tout ce sacrifice-là, peut-être que ça va servir à rien à cause que mon enfant va peut-être mal finir, mon enfant va pas réaliser son plein potentiel. Ce qui me préoccupe, c'est que des jeunes qui sont en train de se chercher, qui n'ont même pas encore exploré la vie, se connaissent pas, prennent des décisions qui impactent leur avenir pour le pire. Puis, ils sont pas assez entourés, ils sont pas bien outillés pour faire face à quand ils ont des crises d'émotions, quand ils savent même pas mettre le doigt sur leurs émotions, ils peuvent même pas les nommer, on les apprend pas à gérer leur colère, on les apprend pas comment faire face à des situations difficiles, que ça soit le cursus scolaire. Dès que tu es un peu problématique, dès que tu as des problèmes, la classe a déjà 30-40 élèves, le prof est dépassé, toi tu déranges un peu, fous-toi dehors de la classe, quand tu atteins 16 ans, on t'envoie à l'école adulte, après ça, on t'envoie de tous les bords. Toi, comme tu as dit, tu cherches un emploi, tu ne trouves pas d'emploi, mais tu peux aller sur un site puis trouver une activité lucrative qui est très illégale, mais au moins tu vas faire de l'argent, tu es prêt à prendre le risque. Il y a tellement de choses mises en place pour que tu ne réussisses pas, mais qu'est-ce qui est mis en place pour les jeunes, pour vraiment les permettre d'aller de l'avant, les permettre de se développer à leur plein potentiel? Et on ne va pas se mentir, peu importe d'où tu viens,
tout le monde veut juste une opportunité légitime de se développer et d'atteindre le succès. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des gens qui, quand ils regardent le système, ils se demandent, tout d'abord, tu ne crois pas au système? Peut-être que tu viens d'un pays où tu avais de la dictature, où il y avait la guerre, donc tout ce qui a rapport avec le système, l'autorité, t'as peur, ça te fait peur. Bon, le Québec a un historique avec les pensionnats que maintenant ils essaient de travailler à changer leur image et tout. Mais on sait ce que la religion a fait ici, la religion catholique et tout. Donc, quand tu dis aux gens, fais confiance à l'État, il faut que l'État comprenne qu'on a besoin de vous, mais on a aussi besoin que vous travaillez sur votre image pour qu'on puisse vous faire confiance. Donc là, maintenant, il y a tout ça qui joue en ligne de compte. Puis, quand les jeunes ne sont pas certains que l'école, le gouvernement va vraiment me donner des opportunités légitimes de me développer, je vais aller chercher par moi-même. Donc, c'est tout ça que je réalise qui m'inquiète, c'est est-ce que les jeunes vont un jour et les parents vont faire... Nous, on a un travail à faire. Je sais que je dis beaucoup de choses, mais je vais le compartimentaliser. On a un travail à faire à connaître la Charte de droits et libertés. La Constitution canadienne ressemble à quoi? C'est quoi vraiment tes droits? Qu'est-ce que on a cet effort-là à faire. Et maintenant, il y a aussi la terre d'accueil qui doit faire l'effort d'éduquer les gens. Une fois que tu as accueilli les gens, comment tu fais, tu assures un suivi pour être sûr que les parents et les enfants reçoivent l'aide appropriée pour qu'ils puissent contribuer à l'avancement de la société québécoise et canadienne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas juste on t'accepte dans le pays, on te lâche, et puis c'est non, faites un suivi, comment ça va, est-ce que vous avez besoin d'assistance, comment les enfants s'intègrent et tout, vous comprenez ce que je veux dire? Donc... Oui. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Andrew. Nous, il y a 3-4 ans, on parlait, avec Momo, on travaillait, on parlait du phénomène Nini. Ça, c'est le phénomène où des jeunes finissent le secondaire, ils arrivent au cégep, puis ils savent pas quoi faire, puis ils savent pas comment annoncer à leurs parents qu'ils ont annulé une session. Donc, ils se retrouvent sans école. Et aussi, quand ils cherchent un emploi, ils trouvent pas de travail. Donc, c'est ni école, ni travail. Donc, on l'a appelé le phénomène Nini. Puis, si on parle de statistiques, là, on parle toujours, on accuse toujours les parents et tout, mais comme on a dit, on va les responsabiliser sans les accuser. Mais là, on parle moins des écoles parce qu'il y a un nouveau facteur que je vois maintenant, c'est que beaucoup de jeunes décrochent en secondaire 3-4. C'est-à-dire, même s'ils veulent faire un plan B, par exemple, pour aller vers des métiers où on a besoin d'un diplôme, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de secondaire 5, parce que là, ils ont tous augmenté. Puis, on sait que 50% environ de nos impôts, ils vont au système de santé, puis 35%, ils vont au système de l'éducation. Puis, on se dit, qu'est-ce qui se passe dans le système d'éducation? Parce que même nous, en tant qu'intervenants, on n'arrive pas à intégrer ces écoles-là et essayer de comprendre. C'est comme si le jeune y arrive, tombe dans un trou noir pendant le secondaire. Il est là, il est accompagné par ses parents, secondaire 1, 2, tout va bien à l'école. En du secondaire 3, 4, il a atteint son âge de puberté, son âge où il est un peu en mode révolte. Il commence à détester l'école en fait. Et il ne trouve pas d'emploi non plus. Donc comme tu as dit, pour résumer, il va se tourner vers de l'argent facile. Mais quand on se tourne vers de l'argent facile, les jeunes, ils voient juste le mot facile. Ils ne voient pas les angles morts qui viennent derrière, puis les risques qui viennent. Mais les risques, c'est tous les mêmes. Et on sait tous que pour la plupart, les plus chanceux, ils finissent en prison, puis les moins chanceux, ils finissent morts. Hein. Malheureusement, le temps file. Fait que je vais juste finir en vous posant une question, puis après on va passer avec s'il y a des personnes dans le public qui ont des questions. J'aimerais que chacun d'entre vous propose ou nous partage un peu qu'est-ce qu'il pense qui serait une partie de la solution. Je sais qu'il y en a qui travaillent avec les parents, d'autres avec les jeunes. Fait que d'autres qui ont des problèmes avec l'école et tout. Fait que j'aimerais ça que chacun d'entre vous propose une piste de solution, même si elle se répète, c'est correct. Moi, je vois des personnes qui ont créé Benatna ici et je les félicite et je les soutiens. Et ce que je veux dire, ça a un lien avec eux. Moi, je milite actuellement pour qu'il y ait une approche qui est destinée à la communauté maghrébine dans l'intervention psychosociale. C'est ce chemin-là, j'ai commencé par parler de la communauté noire et on est passé par là aussi. On est passé à un moment donné à dire il faut que la communauté elle-même s'occupe d'elle-même. Donc au moins pour faire le constat, au moins pour faire le diagnostic, au moins pour s'adresser à ses membres, pour comprendre pourquoi ça se passe dans les familles de cette façon-là. Pour le moment, c'est trop général. C'est les mêmes interventions qu'on fait pour tout le monde. Mais malheureusement, il y a des particularités qui concernent une communauté
par rapport à d'autres. Et on est une communauté maghrébine très récente. Actuellement, on passe par une crise de logement, crise d'emploi, crise qu'on a nommée. Mais quand tu es une communauté plus récente, bah, tu vas vivre les choses beaucoup plus que les autres. Parce qu'à la base, déjà, c'est difficile pour tout le monde. Mais quand tu es une communauté récente, qui n'est pas encore structurée, qui n'a pas son réseau, bah, c'est sûr que tu vas vivre ces mêmes enjeux, mais d'une façon beaucoup plus amplifiée. Alors moi, personnellement, je milite pour qu'on développe cette approche-là, parce que ça va permettre de comprendre les enjeux et les diagnostics. Et ensuite, ça va nous permettre de se structurer dans des organismes, s'il le faut, dans des réseaux qui vont permettre de justement régler ces problèmes-là, et surtout de régler des problèmes systémiques qui existent actuellement, et ensuite d'aller vers les politiques ou les gouvernements pour demander justement un soutien financier pour aller régler ces problèmes-là. Voilà. Moi, tu veux que je dise une solution, par exemple, que je veux, genre moi, comme on m'a dit, vu que moi je suis personne maghrébine, je vais parler je parlais des Maghrébins, en fait. Je parlais des parents ou des jeunes et tout. Moi, je veux que les jeunes communiquent plus avec leurs parents pour essayer de comprendre pourquoi ces parents qu'ils ont choisi de tout laisser de venir ici ne comprennent pas encore que il faut s'intégrer à 100%. Tu comprends? Comme par exemple, je vois des pages où il y a des annonces où on dit c'est où le coin il y a le plus d'Arabes ou de Maghrébins, comme ça je vais venir m'installer. En fait, pour moi, là, c'était prêt à déménager, changer de pays. Donc tu peux aller dans l'autre pays puis aller n'importe où. Pas besoin d'aller où il y a ta communauté nécessairement, parce que peut-être en allant vers ta communauté, tu ne vas pas nécessairement t'intégrer dès la première année ou dès la deuxième année. Ça va te prendre 10-15 ans avant de t'intégrer. Puis ce problème-là fait en sorte que beaucoup de parents, quand on leur parle de certains sujets, c'est tabou pour eux. Alors que c'est pas se poser. Si tu vis ici, tu vas faire tes recherches, et si tu serais intégré plus vite, ça aurait été moins tabou pour toi de parler de certains sujets. Comme on parle par exemple, on a parlé avec Centre Benatna, ils ont fait un panel il y a 2 semaines où ils parlaient de l'aspect psychologique chez les parents ou chez la communauté maghrébine. Puis nous, je trouve là, en tant que communauté, on est très en retard quand on parle de l'aspect psychologique, parce que les jeunes, peut-être qu'ils se sont intégrés parce qu'ils ont côtoyé le système d'éducation dès la première année, sur la garderie, l'école primaire et tout, donc ils se mélangent vite. Mais les parents, ils n'ont pas le temps, ils viennent, ils travaillent, ils payent le loyer, ils payent à manger pour les enfants, mais ils n'ont pas de temps pour eux pour s'intégrer ou pour s'ouvrir à d'autres solutions. Donc la solution, c'est vraiment soit faire des groupes où on va référer ces parents-là vers une intégration plus vite, et aussi former des jeunes qui vont communiquer beaucoup plus avec leurs parents et essayer de comprendre aussi les sentiments de leurs parents, pas aussi de comprendre les sentiments des jeunes. Donc c'est vice-versa, l'un va pas sans l'autre. Amener une solution comme ça, ce serait... Il y a tellement de pistes de solutions qu'on a essayé de mettre en place. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retourne vers la communauté pour réfléchir à des solutions qui vont venir de la communauté. Les solutions doivent venir de la communauté. Nous, peut-être, c'est à cause du métier, on risque d'amener des solutions en fonction de nos subventions, en fonction de certains objectifs qui n'ont rien à voir avec les besoins réels de la communauté. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on se met en retrait pour dire on veut ouvrir le dialogue, parce que les solutions, probablement, ça se trouve chez vous. Comme tu as dit, il faut être aux bonnes places. Puis ça, c'est une stratégie qu'il va falloir comprendre au niveau de nos communautés. Puis je pense que la communauté maghrébine, mine de rien, je fais le tour des fois dans des entreprises, je vois qu'il y a des personnes qui se positionnent quand même là. Il y a des personnes qui se positionnent, mais c'est une fois que ces personnes-là sont positionnées, ils doivent être capables de défendre les valeurs de la communauté et ne pas dire « Oh, j'ai fait ma place, je reste là ». Et donc, c'est un message qu'on envoie aux deux communautés. Je crois que faut pas se laisser marginaliser. Faut pas se laisser marginaliser. On doit être dans les entreprises, on doit être dans les écoles, on doit être dans la construction, on doit être dans la mode, on doit amener ces choses-là aussi. On a quelque chose à apporter. Donc moi, c'est ce vivre ensemble-là. Travaillons sur ce que nous avons en commun. Au moins, on a au moins l'Afrique en commun. Mais quand on fait l'histoire,
il y a des codes culturels que vous allez voir chez les Africains que les Haïtiens n'ont pas conservés. Mais tu dis, il y a tellement de choses en commun, mais on est prêt à travailler, à se laisser diviser sur des choses. Travaillons sur ce que nous avons en commun. Travaillons dans la communauté. C'est ces solutions-là qui vont être gagnantes. Merci Riguer. Alors effectivement, les solutions doivent venir de la communauté ou des communautés. En même temps, en tout cas pour nous, pour les parents, c'est clair que nous utilisons la défense des droits. La défense des droits est essentielle à nos yeux parce que quand on ne connaît pas ses droits, ben là, on a tendance à se laisser marginaliser justement et à laisser marginaliser nos enfants. Et en fait, le réseau de coachs qui a été créé partout au Québec sert à ça. C'est qu'en fait, qu'un parent ne soit plus jamais seul face à une situation, quel que soit l'endroit où il se trouve, parce que quand on est seul, on se replie et puis on pense qu'on est seul à vivre cette situation, alors que non. Donc, c'est vraiment d'avoir cette défense des parents, parce que bon, je me positionne pour la défense des droits des parents, de la diversité, donc pas de séparation. Quel que soit le parent qui frappe à notre porte, on va être là pour l'entendre, l'accompagner dans sa difficulté. Merci. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Je vais vous donner juste le petit cheminement psychologique que j'ai eu pendant que mes collègues parlaient. J'étais en train de penser à la meilleure solution. Je me disais, mais Salim, c'est vrai, c'est quoi la meilleure solution ? En fait, il n'y en a pas qu'une seule, en fait. Il y en a plusieurs. Et comme le disaient tous mes collègues auparavant, c'est pas de nous que ça va venir. Il faut que ça vienne du milieu. Il faut que ça vienne des jeunes, il faut que ça vienne des parents, il faut que ça vienne de tout l'environnement, du milieu institutionnel, du milieu communautaire, etc. Aujourd'hui, comme le disait Azouz tout à l'heure, et puis j'appuie fortement ce qu'il dit, lorsque je suis arrivé ici au Canada, moi ça fait 4 ans que je suis ici, je viens de France, voilà, de Lyon exactement. La première chose, j'ai appelé un Uber, la première chose qu'il m'a dit c'est Salim, enfin il m'a pas appelé Salim, mais il m'a dit toi, si tu veux vivre avec des Arabes, il faut aller à Saint-Léonard, etc. Il m'a donné quelques coins comme ça. Première chose qu'il m'a dit là tu seras bien, il y a des commerces, il y a des machins, il y a des trucs. J'ai dit ok. Il me fait tu feras attention aussi. Hein. Ici il y a 2 choses, il faut se méfier. Il faut se méfier du froid et des assistantes sociales. Ça, c'est les premières infos que j'ai en Uber. Hein. Et je ne suis même pas arrivé chez moi encore. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je viens d'arriver au Canada pour la première fois. 2 choses que j'apprends. Moi, je me dis quoi ? Ce gars-là, il a l'expérience. Ça fait longtemps qu'il est là, il est taxi ici, tout ça. Bon, je vais faire attention. L'air de rien, veut pas, ça rentre dans l'inconscient et c'est ici. Je rencontre d'autres parents, c'est comme ça. C'est après la même histoire, tatati, tu feras attention, il rentre un peu dans ton domicile, tout ça. Moi, je partirais sur le principe qu'il faut créer le lien de confiance. Comment créer ce lien de confiance ? Par des intervenants qui font partie du communautaire, par exemple, ou de l'institutionnel aussi, mais qui ne soient pas dans une position de jugement. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, et puis je le nomme, et puis en toute transparence, et puis si jamais les foudres m'attaquent, j'assumerai à 100%. Aujourd'hui, malheureusement, des personnes de terrain qui connaissent vraiment les familles, qui connaissent vraiment les communautés, qui connaissent vraiment les codes, parce qu'on parle de codes là aujourd'hui, ça se fait rare. Et puis moi, sur Montréal, je les vois ici, en fait, finalement. Ils sont tous autour de cette table. Il y en a d'autres aussi qui sont représentés aussi par les organismes qui sont là aussi. Mais c'est à nous aussi de donner ces codes-là justement à tout le monde. Mais on ne peut pas nourrir les codes tout seul. Moi, j'invite les organismes à inviter les parents, comme tu le nommais tout à l'heure, à inviter les jeunes à parler sans jugement et de tous les sujets. Tous les sujets. Pas les sujets choisis. Tous les sujets. Absolument tous. Et aujourd'hui, on laisse la liberté de parole, mais c'est une liberté de parole qui est assez orientée. Et on refuse cette orientation-là. Je nommais avec toi, avant justement cette entrevue, que malheureusement, on vit dans des... et puis nos jeunes aussi, parce qu'aujourd'hui, je suis un porte-voix des jeunes que l'on accompagne. On accompagne quand même beaucoup d'entre eux. On n'a pas l'honneur d'accompagner tout le monde et on n'aura jamais cet honneur-là, malheureusement. Mais beaucoup d'entre eux aimeraient justement parler de tous les sujets. Quand je parle de ça, je parle justement, je reviens dessus, mais je suis désolé, de la guerre en Palestine. Je parle de toutes leurs préoccupations, que ce soit des préoccupations liées à leur précarité financière, à leur identité aussi, comme le nommait Azouz tout à l'heure. Et puis je viens vraiment appuyer dessus, c'est qu'il n'y a que dans l'avion, et puis j'adore ça, je vais le garder pour plus tard, il n'y a que dans l'avion qu'on est nous-mêmes. Il n'y a que dans l'avion qu'on est nous-mêmes, qu'on est reconnus pour être simplement des voyageurs. Parce qu'ici, on sera éternellement des étrangers, et puis chez nous, dans notre pays d'origine, on sera éternellement des étrangers aussi. À quel moment on trouvera notre place ? C'est simplement le message que je vais appeler. Je vais appeler les parents, je vais appeler les familles à simplement venir tous ensemble et sans jugement, sans culpabilité. Ne soyons pas coupables.
Soyons accompagnateurs de cette jeunesse. Ne soyons pas coupables. Nous ne sommes pas coupables. Nous allons accompagner cette jeunesse à aller vers de l'avant, vers de meilleurs objectifs. Soyons ces artisans de demain. Merci. Puis Salim, merci pour ça. Moi, je dirais que c'est plus au niveau des partenariats qu'on peut créer et la rapidité avec laquelle on peut offrir des services à quelqu'un qui demande de l'aide et de l'assistance. Parce que si une famille, déjà là, on sait déjà, tu viens d'une autre culture, tu viens d'un autre pays, tu arrives dans ta terre d'accueil, tu n'as peut-être pas envie de demander de l'aide. C'est peut-être vu comme tu es faible et tout. Comment on peut les rendre à l'aise et faire en sorte qu'une fois qu'on a ciblé le besoin de la famille ou du jeune, comment on peut être rapide avec l'aide qu'on apporte. Et l'option, ça veut dire on a besoin d'un éventail de professionnels, on a besoin d'un éventail, un bottin avec plein de partenaires, que ce soit pour le logement, que ce soit pour la nourriture, des banques alimentaires, que ce soit pour la réinsertion sociale. Quand quelqu'un a besoin il y a de la difficulté à l'école, c'est qui le tuteur avec qui on peut te référer? Parce que comprenez quelque chose, si tu vois tes parents perdre dans la vie de tous les jours, pas avoir les meilleurs emplois, être obligé de travailler dans des manufactures, au taxi, peu importe, pour amener de la nourriture sur la table et que toi tu perds à l'école aussi, tu passes pas tes cours, ça va mal, tu n'as pas d'argent dans tes poches. Il faut qu'on puisse aider les gens à expérimenter des petites victoires dans leur vie. Et moi, je trouve que ça va être avec le nombre d'opportunités, le nombre d'options qu'on va pouvoir leur offrir et la rapidité avec laquelle on va pouvoir répondre à leurs demandes. Donc, moi, c'est des petites pistes de solutions que je nous laisse pour ce soir-là. Donc, ouais. Merci beaucoup. Ouais, ben, laisse les gens t'applaudir. Vraiment, 10 secondes. 10 secondes, c'est vraiment le message. En fait, je me suis rendu compte que c'était le message le plus important. J'ai vraiment 10 secondes, je vais y aller. En fait, j'ai fait plusieurs années d'études. Je suis un gars issu d'une minorité. Je suis né au Maroc, je suis allé en France. À l'âge de 7 ans, j'étais en France. Je suis venu ici il y a à peu près 4-5 ans. J'ai fait des longues études. Tout ça pour apprendre un seul mot. Et j'invite tous les parents, toutes les familles, tout l'environnement des jeunes, simplement à vous dire qu'on vous aime. C'est la chose la plus importante, je pense, qui n'est pas nommée chez nous. On vous aime, les jeunes. Vous comptez pour nous. Vous comptez pour nous et vous comptez toujours pour nous. J'invite les parents sincèrement à le nommer. Nommez-le, s'il vous plaît, parce que vos enfants ne le savent pas. Non, vraiment, c'est important. Vos jeunes ne le savent pas. Je sais que vous faites avec des gestes. Je sais que vous montrez ça avec des gestes, etc. Mais vos enfants ne le savent pas. Dites-leur qu'on vous aime. On vous aime, les jeunes. Et même si il y a des difficultés, on maintient le lien. On maintient le lien, on les aime et on ne lâche jamais. Un livre, une référence, Roxane Dubé.